Les amis, on commence tout de suite l'actualité blockchain et crypto. On a globalement toujours un Bitcoin au-dessus des 50 000 $. Je rappelle qu'il est à peu près à 80% de son ATH, la plus haute valeur qu'il ait jamais atteint. Et c'était en 2021. Par contre, on a un Ethereum qui reprend encore un petit peu de vigueur. Il faut que j'arrête avec ces allusions bizarres vis-à-vis du Bitcoin. L'exemple parlant, voilà. Je vais mettre la courbe à l'envers pour que vous compreniez de quoi je parle. Voilà. Donc on a Ethereum qui, globalement, depuis, bon, il a fait une pointe quand même en janvier, mais récupère un peu du retard qu'il avait pris sur Bitcoin, même si, toute proportion gardée, ça fait un moment que ça dévisse. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir un Ether à plus de 3000. Je pense que c'est principalement porté par le fait que, on est en train de se rendre compte de l'impact énorme qu'ont les ETF sur le Bitcoin, hein, et je pense qu'on c'est tout simplement le fait qu'on attend un ETF, donc un produit financier comme le Bitcoin a eu, mais cette fois-ci sur les Ethers. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait une poussée de liquidité sur l'Ether qui arrive et qui soit violentissime. En attendant, il y a des liquidités, il y a plus de force acheteuse que de force vendeuse, il y a plus de personnes qui rentrent sur ce produit et on retrouve un Ethereum à peu près dans la même configuration que Bitcoin puisqu'il est globalement à un petit peu moins de 60% de sa valeur ATH. Avalanche s'est arrêté, j'ai pas eu la suite de l'histoire, mais je sais que c'était la première fois que la blockchain Avalanche s'arrêtait aussi longtemps. C'était cette semaine, elle s'est arrêtée pendant 2 heures, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, quand l'article est sorti, c'est habituel quand on détient du Solana, c'est surprenant quand on est sur Avalanche. 4 heures d'arrêt. Alors, c'est vrai que c'est rien, je le conçois par rapport à énormément d'autres layer 2, mais gardez quand même en tête, l'uptime de Bitcoin, c'est le temps de fonctionnement depuis qu'il a été lancé en 2009. Pas grand monde peut en dire autant, c'est quand même un truc de fou. Bitcoin reste à ce jour le mur le plus solide. Les amis, on continue. Alors attendez, Kraken s'oppose au procès intenté par la Security Exchange Commission. Je remets le contexte. La Security Exchange Commission, le régulateur américain, attaque après 10 ans d'exertion sur le territoire américain, des grosses structures qui d'ailleurs étaient en contact avec eux pour de multiples raisons, qui sont par exemple Coinbase, coté en bourse au Nasdaq, et c'est évidemment la SEC qui a autorisé Coinbase à rentrer en bourse, et Kraken, un géant qui lui propose également des services sur les crypto-monnaies. La SEC a même été jusqu'à interdire Kraken certaines solutions, notamment sur le stacking d'Ether. Et là on se retrouve carrément à avoir une guerre dans le sens où Kraken va carrément expliquer que selon eux, le procès de la Security Exchange Commission est non fondé et il rejette tout simplement le procès et l'attaque de la Security Exchange Commission. Il faut savoir que même si c'est une entité gouvernementale, une administration américaine, c'est le juge et donc la loi qui doit accepter ou non les différentes défenses des différentes parties. Bref, la SEC tente de mettre fin à l'absence de toute relation acheteur-émetteur créant une attente raisonnable des bénéfices basés sur les efforts de l'émetteur. Elle tente de le faire en alléguant que les émetteurs ont fait des déclarations publiques continues annonçant leurs jetons et les améliorations. Enfin bref, c'est un discours relativement légal et c'est sur cette base-là que Kraken va dire en gros votre décision est non fondée, on n'accepte même pas le procès. Est-ce que ça va suffire? Je n'en sais rien, mais il n'y a pas Coinbase qui s'oppose à la SEC et ça vient d'être montré. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis, parlons des champions du monde, la Banque Centrale Européenne. Pour faire très simple, l'Union Européenne dit que Bitcoin a échoué, que c'est de la merde, que ça blanchit de l'argent, que ça consomme trop. Pas surprenant, Ils disent surtout que c'est inutile et que ça intéresse personne. C'est pour ça qu'ils ont fait une très grande étude dessus. Pour faire simple, globalement, il y a 2 façons de traiter ça. Soit tu traites point par point en expliquant à quel point ils disent de la merde, factuellement, basé sur des faits du coup. Soit tu prends un autre angle et tu dis c'est normal, c'est la Banque Centrale Européenne. Évidemment, elle veut montrer la valeur de l'euro et donc une monnaie qui n'est pas gérée par une banque centrale, il faut que ça meure. Je vous rappelle que c'est le modèle de Bitcoin, il n'y a pas de banque centrale derrière. Du coup, tu dis, bon, leur parole n'a aucun intérêt, c'est de la propagande ou alors du marketing, j'en sais rien. En tout cas, là, on est réellement sur un texte qui donne des informations qui, basées sur des faits et sur une réalité, est
totalement faux. C'est démontré et démontrable, donc c'est relativement grave parce que c'est une étude qui a été orientée et qui a pour but de faire une sélection dans les informations qui sont montrées. Peu importe, vous aimez pas, ça vous plaît pas. En attendant, il y a quand même Alexandre Stachenko qui, avec la délicatesse d'une plaque de marbre qui s'éclate sur un passant dans la rue, a répondu point par point, ligne par ligne. Je l'ai retweeté, je l'ai présenté sur mon Twitter. Stachenko, il y a été, honnêtement, généralement, il est un peu violent. Et là, il a été soft parce que tout est documenté. Bon, c'est pas n'importe quel torchon. Là, c'est un torchon dangereux et ça l'a mis en colère et ça se voit parce que clairement, là, on est sur du « les gens cons peuvent croire qu'on a raison ». Alors que, pas en 2024. Plus maintenant en 2024. Je vous invite réellement à lire ce qu'il a écrit. Ça mérite qu'on s'y attarde. L'Union européenne, la nouvelle agence de la régulation des crypto-monnaies, AMLA, s'est installée à Francfort. Et ça, c'est triste, les amis, parce que quand la France est quasiment le cœur même de la régulation européenne, que tout le cadre de MiCA s'est basé sur le travail français, et qu'in fine, c'est à Francfort qu'il y aura le centre de régulation, c'est un peu triste. C'est dommage. On a été les champions de la régulation, mais on ira quand même jouer à l'extérieur. C'est en Allemagne qu'il y aura les grandes décisions. Ce qui veut dire qu'on a l'un des cadres les plus rudes, mais on ira quand même demander aux Allemands leur avis si on veut appliquer quelque chose. Enfin bref. Alexandre Dreyfus annonce donc les nouvelles Chiliz tokenomics qui prévoient également un APR, un rendement qui sera au minimum de 5,8%, mais qui va commencer autour des 10-11% estimés. Il y a pas mal de modifications, il y a pas mal de nouveautés également, comme le fait que le Paris Saint-Germain devient validateur et validera des blocs sur la blockchain Chiliz. Sympa, une belle annonce. Évidemment, depuis décembre 2023, ça monte fort, très très fort, et pour le coup, si jamais vous avez envie de staker, n'hésitez pas, comme ça au hasard, ne réfléchissez pas trop, vous pouvez stacker sur le plus gros validateur du... Non, je suis très content de vous dire qu'on fait partie des premiers validateurs de la blockchain Chiliz. On est partenaire avec Socios, avec l'écosystème, les entrepreneurs de l'écosystème de Chiliz également, et Dreyfus depuis le tout premier jour où j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. C'est un entrepreneur que j'apprécie beaucoup dans ses valeurs, dans son travail, dans sa rigueur et surtout dans sa façon de faire les choses parce qu'il y va avec une patte humaine et ça me plaît beaucoup. Et surtout, quand je traverse certaines étapes où je me pose des questions, il est souvent là à répondre au téléphone et à me filer quelques conseils. Et depuis, on a monté notre validateur dessus et on est vraiment content de bosser avec eux. Fausse application Rabbi Wallet, les amis, c'était juste pour vous dire de faire attention, hein, il y a un faux wallet Rabbi sur l'Apple Store. Évidemment, les gens se connectent, ils mettent leur clé privée, ils se font tuer. Faites donc très très attention à ça. Utilisez les liens officiels de Rabbi et de D-Bank, mais pas ceux de Rabbi Wallet. En tout cas, faites bien gaffe à ça. L'ETF Bitcoin de Vanek, HODL, super nom d'ailleurs, a pris 2250% de volume pour dire que non seulement ils ont fait 400 millions de volume en une journée, pour dire que c'est quand même super encourageant parce que ça va envoyer à tout le gros marché américain et tous ceux qui hésitaient à faire un ETF Bitcoin le « Hey, c'est un méga produit super demandé ». Et du coup, ça a donné à Vanek des ailes parce que, ils ont sorti une pub, HODL, qui est sortie à la télé d'ailleurs et qui parle de leur produit Bitcoin, qui explique d'ailleurs aux États-Unis quelle est la différence entre hold et HODL, ça vient d'où. Et qui, en plus de tout ça, fait qu'ils ont baissé leurs frais. Ils sont passés de 0,3%, je crois, à 0,2%, ce qui fait de Vanek l'ETF le moins cher de tout le marché américain, puisqu'en moyenne, les autres sont à 0,25. C'est le cas par exemple de iShares de BlackRock. Toujours pareil, tu baisses tes frais pour que les autres viennent chez toi. Les amis, changement de cap, vous savez, depuis le airdrop, la communauté pète un câble et gueule beaucoup sur les réseaux sociaux pour plein de raisons. Majoritairement parce que les gens sont des cons et qui pensent que parce qu'ils ont fait 3 transactions, ils devaient être éligibles. Ça, c'est la majorité. Il y a une minorité de gens qui disent « Ouais, mais les gars, quand même, j'ai utilisé pendant 2 ans votre réseau, j'ai rien eu du tout, alors qu'il y a des mecs qui ont corrigé une faute d'orthographe dans votre GitHub et ils ont pris 45 000 €. » Un peu plus légitime. D'autres gars qui disent « Ouais, mais attendez, moi j'ai contribué, j'étais très actif, je me rends compte que je n'ai rien du tout juste parce que je n'avais pas au moins 0,05 Ether. » Là, ça commence à faire réfléchir et là, ça commence à dire « Ok, toi, j'avoue, mec, peut-être tu méritais d'avoir ton airdrop et là, tu l'as pas eu, mais
ça reste de l'argent gratuit qui tombe du ciel. Donc, légitime ou pas légitime dans la demande, normalement, rien ne justifie que tu vas insulter les parents des fondateurs de Starknet sur Internet. Voilà, rien. Maintenant, il y a des arguments plus ou moins. Par contre, il y a un truc où les gens ont gueulé, c'est qu'en gros, la team, les investisseurs privés, etc., ils avaient 1 an de cliff, donc ils commençaient à recevoir leur token au bout d'1 an. Le problème, c'est que c'est à partir du lancement du réseau, je crois, et donc c'était dans 2 mois, alors que le token existe seulement maintenant. C'est à partir de la création du jeton dans le code et non pas la libération du jeton. Et là, les gens ont gueulé. Bref, pour faire simple, la team, le fondateur notamment, a donné raison et a modifié certaines choses en rebloquant plus longtemps, sur du plus long terme, les investisseurs.